Et s'il était possible de faire fortune en vous faisant volontairement censurer? Vous me direz que je suis fou. Pourtant, cela peut être une stratégie marketing redoutable. Mais comment? Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une faille de l'esprit humain, plus particulièrement un mécanisme psychologique intrigant, très souvent utilisé en marketing pour générer aussi bien un fort élan de visibilité qu'un fort désir d'achat. Bien que certaines de ces stratégies soient un peu borderline, les leviers psychologiques mis en jeu sont véritablement puissants. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment tu peux mettre en place ces stratégies dans ton business, mais également comment t'en prémunir en tant que consommateur. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, remettons un peu les choses dans leur contexte. En 2003, un photographe du nom de Kenneth Adelman réalise une série de photographies sur l'érosion du littoral. Parmi les nombreux clichés qu'il réalise et publie sur son site pictopia.com, une photo ne plaît particulièrement pas à la chanteuse Barbara Streisand puisqu'on y aperçoit sa maison en vue aérienne. Cette dernière s'empresse alors de poursuivre l'auteur et le site en justice pour limiter la propagation du cliché. Paradoxalement, la publication de la procédure n'aura pas l'effet escompté puisque, premièrement, le cliché ne disparaîtra pas, mais surtout, il deviendra véritablement viral, le site obtenant plus de 420 000 visites dans le mois qui suivit. Cette photo n'a rien de particulier et elle serait passée totalement inaperçue si on n'avait pas essayé de la censurer. Et c'est justement cette volonté de censure qui a rendu ce cliché étonnamment célèbre. Barbara donna même son nom au phénomène qui nous intéresse ici, l'effet Streisand, phénomène médiatique durant lequel la volonté de faire censurer une information déclenche au contraire une propagation virale de cette dernière. Cet effet a beau être très courant, il est étonnant de voir que de nombreuses personnalités, entreprises et politiques se font avoir par leur propre volonté de censure. En voici quelques exemples. En 2012, Anne Hidalgo, alors première adjointe au maire de Paris, met en demeure Twitter de faire supprimer une série de tweets relayant la rumeur d'une prétendue liaison avec l'ancien président François Hollande. Twitter transmet alors la mise en demeure aux utilisateurs concernés et dans les heures qui suivent, Europe 1, Voici et Métro France partagent déjà l'information qui fait un tollé médiatique. Autre exemple, en 2013, l'agence France Presse tente de faire retirer une photo peu avantageuse de François Hollande. Cette action déclenche une méfiance de la part de certains internautes qui y voient là une privation de leur liberté et relayent alors massivement la photo qui en devient un mème très connu, que je vous mets là, que je pense que vous connaissez et que vous avez déjà vu passer quelque part. Exemple encore plus extrême de censure, l'attentat contre Charlie Hebdo en 2015 qui avait pour intention de faire disparaître le journal n'a fait que le rendre mondialement connu, entraînant un record de ses ventes avec un tirage de 5 millions d'exemplaires de l'édition suivante. On pourra encore parler de certaines histoires avec le site Wikipédia, de l'affaire Dieudonné, de Wikileaks, il y a des centaines d'exemples de ce phénomène dans l'histoire. Mais en réalité, ce qui nous intéresse ici, c'est que l'effet Streisand se base sur un phénomène psychologique bien plus profond. En psychologie sociale, la réactance, observée par Jack Brem en 1966, est un phénomène de défense psychologique qu'un individu met en place pour préserver sa liberté d'action lorsqu'il la croit menacée ou ôtée, très souvent caractérisée par une réaction de résistance, voire de rébellion. La réactance survient de manière plus ou moins consciente lorsque cet individu a l'impression, de manière fondée ou non, que quelqu'un ou quelque chose limite ses choix, sa liberté d'action ou d'expression. Et chose assez étonnante, ce phénomène peut tout autant être provoqué par une règle ou une restriction que par une offre. Et c'est ce qui nous intéressera un petit peu plus loin. Le truc assez fou avec la réactance, c'est qu'elle a tendance à pousser les individus qui y sont sujets à adopter un comportement et une croyance diamétralement opposés à la chose qui en est à l'origine. Par exemple, une campagne de vaccination intensive pour lutter contre un virus fera que la population se sentira privée de sa liberté de choisir et s'opposera de toutes les manières possibles au vaccin et bien souvent de manière irrationnelle. Encore plus fou, dans de nombreux cas, elle essaiera de justifier ses choix, ses actes et ses réactions irrationnelles par des arguments rationnels, au nom de la liberté d'expression, de la liberté d'action, de certains grands principes, et en ce qui concerne le cas du vaccin, en inventant et en prétextant tout type de théorie du complot. Selon les chercheurs en psychologie, la réactance est généralement proportionnelle à la privation qui en est à l'origine. Plus la restriction est forte, plus la réactance sera importante. La réactance est également plus prononcée à l'adolescence, moment de notre vie où notre personnalité se développe, où on essaye de faire valoir nos propres opinions, notre propre façon de voir le monde, nos propres choix. C'est pour cette raison que si vous interdisez bêtement à un adolescent de fumer, il s'empressera de le faire, et si vous lui interdisez de sortir, il fera le mur en douce. Et ce phénomène s'observe même depuis la tendre enfance, puisque de nombreuses études ont été faites, je vous mettrai certains liens dans la description, qui montrent que lorsque l'on contraint un enfant dans son choix, il ira très souvent vers le choix le plus difficile, celui où on le prive le plus de sa liberté. C'est cette réactance qui est à l'origine de l'effet Streisand vu plus tôt. La censure sonne comme une volonté d'un système puissant d'oppresser quelqu'un en le privant de sa liberté d'expression. Aussitôt on essaie de censurer quelqu'un, quelque chose ou une information, aussitôt une vague de protestation se met en place pour essayer de contrer cette censure. Bien entendu, la réactance n'est pas forcément mauvaise, elle peut être bénéfique dans de très nombreux cas, comme dans l'exemple de Charlie Hebdo dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, ou dans le cadre d'un
régime autoritaire comme une dictature qui oppresse la population. Dans ce cas-là, la réactance sera bénéfique. Mais dans d'autres situations, la réactance peut pousser l'individu à adopter des comportements complètement irrationnels ou irresponsables. Je pense par exemple à l'exemple de ces Américains qui, en opposition à certaines lois de protection de l'environnement, ou même à l'encontre de personnes à vélo ou au volant de véhicules hybrides, font ce qu'ils appellent le coal rolling, ou rolling coal, littéralement charbon roulant, pratique qui consiste à modifier un véhicule diesel de façon à ce qu'il rejette une épaisse fumée noire quand on accélère et qui pollue un maximum et qui en plus consomme beaucoup plus de carburant. Tout cela au nom de la liberté américaine et pour lutter contre le mouvement écologique. Mais loin de moi la volonté d'être un moralisateur, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est le marketing. Vous vous en doutez, mais lorsqu'il y a biais cognitif ou phénomène psychologique, il y a très souvent l'occasion de vendre et de persuader. En effet, la réactance peut être un outil redoutable pour quiconque souhaite vendre et elle est d'ailleurs très souvent utilisée à cette fin et de plein de manières différentes. Mais du coup, comment l'utiliser pour faire saliver votre prospect devant votre offre? Eh bien, c'est ce qu'on va voir de suite. Notre tendance naturelle lorsqu'on essaye de vendre quelque chose, que ce soit un produit ou un service, c'est que l'on a tendance à vouloir faire que notre offre soit la plus adaptée possible et la plus personnalisée possible. On a tendance à vouloir faire en sorte que notre prospect soit entièrement libre et qu'il ait le plus d'options possible. Et puis comme dit le dicton, le client est roi. En soi, c'est une bonne chose parce que un des piliers de la vente, c'est que votre offre doit s'adapter aux besoins et aux problèmes de votre client. Si vous essayez de vendre un produit qui ne résout pas un problème de votre prospect, il n'achètera pas votre produit. C'est aussi simple que ça. Mais une étape majeure de la vente, c'est le passage à l'action. Vous devez faire en sorte que votre prospect prenne la décision d'acheter votre produit. Mais pour cela, vous devez motiver votre prospect à chaque étape du processus de vente, y compris et surtout au moment du passage à l'action. Et à cette étape précise, donner le plus de liberté à votre prospect n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Mais alors, que faut-il faire ? Comme on l'a vu plus tôt, la réactance survient dans toute situation où il y a une privation partielle ou totale de liberté. En 1975, les chercheurs Warshall, Lee et Adewale ont montré dans une expérience que les sujets désirent davantage un produit lorsque celui-ci est peu disponible, mais également que le consommateur a tendance à surestimer la valeur d'un produit lorsque celui-ci est proposé de manière peu abondante. C'est ce que l'on appelle communément l'effet de rareté. Une limitation de la liberté d'acheter un produit rend celui-ci plus désirable et sa valeur perçue en est alors augmentée. Mais du coup, est-ce que cela veut dire qu'il faut s'empêcher de vendre pour vendre? C'est assez contre-intuitif de se dire qu'il est possible de vendre plus en limitant volontairement la disponibilité de notre produit à la vente. Mais pourtant, de nombreuses marques de luxe jouent sur ce principe en rendant leurs produits très difficiles à obtenir, ce qui fait qu'on les désire beaucoup plus. En réalité, il n'est pas nécessaire de rendre un produit rarissime. Il suffit simplement de simuler cette rareté en augmentant par exemple les délais d'attente comme le fait Rolex en rendant certains modèles très longs et difficiles à obtenir. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont pas assez de monde pour tout le monde. Ils en donnent simplement l'impression tout en les vendant beaucoup plus cher. Positionner la disponibilité de votre offre juste en dessous du volume de la demande aura pour effet de faire croître fortement cette demande. Vous pourrez donc vendre bien plus souvent et bien plus cher. Ici, la réactance prend tout son sens. Limitez volontairement la liberté d'acheter votre produit à votre prospect et il fera tout pour la récupérer en achetant votre produit. Mais qu'en est-il du passage à l'action dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt? Comme je le disais un peu plus tôt, répondre aux problématiques de votre marché est indispensable si vous essayez de vendre quelque chose. Mais lors du passage à l'action, c'est-à-dire le moment où votre prospect va prendre la décision de rentrer son numéro de carte bancaire dans votre page d'achat, lui donner le plus de liberté possible n'est pas la meilleure chose à faire. Lorsque votre prospect arrive sur votre page de vente, face au bouton acheter, un choix s'offre à lui. Acheter votre produit ou ne pas l'acheter. À cet instant précis, vous devez vous poser une question. Qu'est-ce qui peut faire pencher la balance du bon côté ? L'avant-dernière étape avant l'achat est l'étape d'évaluation. À cette étape, votre prospect évalue ses options et évalue les avantages et les inconvénients qu'il aurait à acheter ou non votre produit. À cette étape, notre tendance naturelle et bienveillante à mettre notre prospect aux petits oignons voudrait qu'on leur donne le plus de temps pour réfléchir, le plus d'options possibles et le plus de liberté possible pour qu'ils se sentent à l'aise. En réalité, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. À cette étape, vous devez créer un inconfort, un sentiment d'urgence. Vous devez court-circuiter la partie rationnelle du cerveau de votre prospect pour qu'il prenne la bonne décision, celle d'acheter votre produit. Il existe 3 moyens de pousser le passage à l'action grâce à la réactance. La menace de la privation, de la pénurie ou de l'interdiction. Nous avons vu la pénurie juste avant. Mais qu'en est-il de la privation? Il existe une technique en marketing que l'on nomme la scarcity. La scarcity, c'est le fait de volontairement créer chez votre prospect la peur que l'opportunité d'acheter votre produit disparaisse. Cette peur de privation génère une réactance. Votre prospect voudra votre produit et il se dira que s'il ne l'achète pas maintenant, il sera trop tard. Cette stratégie fait appel à un autre biais cognitif, l'aversion à la perte, qui nous montre que l'on accorde beaucoup plus d'importance à une perte qu'à un gain équivalent. Le psychologue Daniel Kahneman, à l'origine de cette théorie, nous explique que la douleur de perdre quelque chose que l'on possède est 2 fois plus puissante que le plaisir d'obtenir cette chose. Donc plutôt que de mettre en avant le plaisir que pourrait procurer d'obtenir votre produit, mettez en avant la douleur que pourrait provoquer le fait de ne plus pouvoir y accéder. Il y a plusieurs moyens de créer une scarcity en marketing. En ce qui concerne une vente directe ou en négociation, vous pouvez dire que plusieurs personnes sont déjà sur votre offre, que vous avez déjà eu des propositions. Cela forcera votre prospect à passer à l'action. Et en ce qui concerne le marketing, plus particulièrement le marketing web, il existe plein de manières de mettre en place une scarcity.
scarcity. La première méthode pour mettre en place une scarcity, c'est de mettre en avant un faible nombre d'exemplaires restants d'un produit ou un faible nombre de places disponibles à un programme, à un service ou à un événement. Vous pouvez également créer une réduction, une offre limitée dans le temps avec un compte à rebours, genre moins 50% pendant les 12 prochaines heures. Vous pouvez aussi ne donner accès à votre produit que pendant une période limitée de temps. Ça marche très bien pour les infoproduits et vous pouvez aussi le faire en créant par exemple des éditions saisonnières. En e-commerce, vous pouvez aussi utiliser une tactique qu'utilise Amazon qui est de mettre un compte à rebours à partir duquel votre produit sera expédié un jour plus tard. Ça forcera le prospect à acheter maintenant et pas demain parce qu'il voudra recevoir votre produit plus tôt. Et si vous avez par exemple le week-end, vous pouvez dire que ça sera expédié après le week-end. S'il commande après ce délai de temps, ça le forcera à l'acheter tout de suite. Il est également possible de créer une offre en édition limitée, comme le font les sneakers, Nike, etc. C'est extrêmement puissant. Et enfin, vous pouvez aussi montrer un compte à rebours du nombre de personnes qui consultent une page produit, comme le fait Airbnb sur leur page de réservation. Ça force à se dire, oula, il y a beaucoup de demandes sur ce produit ou sur cette offre. Il faut que je me dépêche parce que quelqu'un d'autre va me la piquer. Mais attention à ne pas abuser de ces techniques et à les utiliser au bon moment. Trop de pression fera fuir votre prospect. Et pas assez, et vous ne mettrez pas assez le grappin sur lui pour le retenir et pour le pousser à acheter votre produit. Le mieux que je puisse vous conseiller, c'est de tester ce qui marche le mieux dans votre cas de figure et d'essayer de réfléchir, de vous mettre dans la peau de votre prospect pour comprendre ce qu'il pourrait ressentir et penser en voyant votre page de vente, votre page produit et comment il pourrait réagir à la technique et à la stratégie que vous mettez en place. N'essayez pas non plus d'utiliser à tout prix ces techniques, même quand elles n'ont rien à faire à l'endroit où vous essayez de les mettre en place. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui mettent en place des pages produits sur lesquelles ils abusent avec les stratégies marketing en faisant les gros bourrins. Et ça risque de faire peur à votre prospect et en plus, ça risque de détruire complètement votre crédibilité. Donc, faites les choses avec parcimonie, avec tactique et avec intelligence. Mais vous vous souvenez, en début de vidéo, j'ai posé une question assez intrigante. Et s'il était possible de faire fortune en vous faisant volontairement censurer? C'est ici un autre moyen d'exploiter la réactance en marketing. Les leviers traditionnels pour gagner en visibilité en marketing sont généralement la publicité, la création de contenu, le SEO, etc. etc. J'utilise moi-même ces stratégies, mais elles sont soit coûteuses en temps, soit en argent. Et si la réactance pouvait être un moyen de gagner une visibilité massive sans dépenser un seul centime en publicité ou un temps précieux en création de contenu? Un bon moyen d'obtenir une publicité gratuite est de créer un effet Suzanne artificiel. Et pour ça, il y a deux options. La première, un peu dangereuse si elle est mal exécutée, c'est d'adopter un discours, un branding ou de créer un produit un peu borderline de façon à susciter de vives réactions émotionnelles. D'un côté, il y aura vos opposants, vos détracteurs, qui essaieront de vous nuire à tout prix, voire de vous faire interdire, vous ou votre produit. Mais cela aura pour conséquence de créer un bruit médiatique autour de vous ou de votre marque ou de votre produit, et cela aura également pour conséquence de renforcer le lien affectif avec votre public qui fera en sorte, par tous les moyens possibles, de prendre votre défense. L'humoriste Dieudonné en est un assez bon exemple. En adoptant un humour noir, provocateur, voire très limite, il n'a fait qu'attirer les foudres de certaines communautés et politiques qui ont essayé de le faire taire par tous les moyens possibles. Mais toutes ces tentatives de censure lui ont fait une publicité immense, et ça Dieudonné l'avait bien compris, c'est pourquoi il en a joué pendant des années, devenant ainsi le plus grand humoriste français en matière de vente. Seulement, comme je le disais, cette stratégie est dangereuse et si vous attaquez un ennemi trop puissant, il risquera de gagner la bataille et c'est un petit peu ce qui a fini par se produire pour Dieudonné. Petit conseil au passage, ne soyez jamais affecté négativement par une vague de haine. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais la réalité c'est que, sans aller jusqu'à l'extrême, plus vous serez détesté par certains, plus vous serez adulé par d'autres. Sachez que les opinions sont d'une très grande diversité et lorsque des haters émettront leur opinion négative à votre encontre ou à l'encontre de votre marque sur un forum par exemple, il y aura forcément des personnes qui seront en désaccord avec eux et qui prendront votre défense. Je l'ai moi-même vécu il y a quelques années, lorsque j'avais un compte qui tournait autour de la musculation. Des haters avaient commencé à parler de moi sur un forum, à critiquer ce que je faisais. Je l'avais à l'époque très mal vécu, depuis j'ai compris ces choses-là et j'ai pris du recul, mais quand j'ai regardé les discussions sur ce forum, 50% des gens prenaient ma défense et étaient de mon côté. Et j'ai même gagné beaucoup d'abonnés à ce moment-là. Donc essayez de vous renforcer psychologiquement, que ce soit vis-à-vis de vous ou votre marque, parce que avoir des haters en matière de marketing web, ça peut vous apporter beaucoup de profit et ça peut être très bénéfique pour votre entreprise et votre business. Donc si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous avez des haters, c'est laissez-les faire. Je pourrais même vous dire de susciter ce type de réaction, de leur donner des informations piquantes qu'ils pourraient utiliser contre vous, ou voire de créer du malaise, ou d'affirmer des choses franches ou décalées, de façon à susciter l'émotionnel du public. Mais calculez toujours votre coût correctement, parce que si vous allez trop loin, vous risquerez de tomber dans la dégénérescence et plus personne ne pourrait adhérer à votre discours.
D'ailleurs, pour appliquer ce principe plutôt à un produit, on pourrait citer l'exemple de certaines rares marques de compléments alimentaires qui surfent sur la menace de l'interdiction en créant des produits utilisant certaines substances qui sont un petit peu douteuses, pas forcément interdites, mais qui risquent de le devenir, de façon à susciter la rébellion de leur public qui vont acheter ces produits de manière à aller à l'encontre de ces lois qu'ils trouveraient anormales. On peut prendre l'exemple du pré-workout TF7 Poison, rien que le nom, on est déjà dans la réactance, qui utilisait une substance, l'hygiénamine, qui avait été interdite juste en 2016 et qui en a profité pour vendre des produits de manière massive jusqu'à ce que le produit soit finalement interdit. Ça a fait qu'on en a parlé sur des sites, que des gens ont critiqué ce workout en disant que c'était du dopage, mais du coup, énormément de personnes allaient contourner cette interdiction et allaient contourner ces recommandations pour vouloir revendiquer leur volonté de faire ce qu'ils veulent et revendiquer leur liberté d'action. Alors, je suis pas en train de vous dire de faire des choses illégales, mais sachez que beaucoup de marques utilisent ce genre de stratégie. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'interdiction, mais vous pouvez utiliser la menace d'une éventuelle interdiction à venir. Par exemple, en créant un produit qui serait un petit peu borderline, mais qui serait tout à fait légal, mais qui pourrait devenir illégal à l'avenir. Ce sont des choses qui peuvent extrêmement bien marcher. L'objectif de ce type de stratégie est d'amener la cible à adopter un comportement de transgression. Pour ce faire, on essaye de limiter la liberté d'action du prospect, soit par des contraintes internes, c'est-à-dire c'est vous-même qui limitez la liberté d'action de votre prospect, soit par des contraintes externes, c'est-à-dire par l'interdiction ou par l'action de personnes extérieures à votre marque qui vont essayer de vous nuire. Dans les deux situations, le prospect essaiera de transgresser ces règles et ira dans la direction dans laquelle vous voulez qu'il aille, celle d'acheter votre produit. La deuxième option pour créer un effet stressant artificiel, c'est de provoquer une fausse fuite de votre produit, d'une information le concernant, d'une information qui est soi-disant classifiée comme une information sur un futur prototype de produit ou quelque chose qui puisse s'y rapprocher. Une fois l'information diffusée, débrouillez-vous pour qu'elle se propage un petit peu et ensuite mettez un grand coup de pied dans la fourmilière en essayant de la faire censurer. Si vous vous y prenez bien, l'information deviendra très rapidement virale puisque une partie de votre public ou une partie des personnes qui en seront informées feront en sorte que cette information ne disparaîtra pas parce qu'ils estimeront que cette information se doit d'être publique et se doit de ne pas être confidentielle. C'est une stratégie que beaucoup d'éditeurs de logiciels utilisent en propageant eux-mêmes des cracks de leur outil de façon à ce que leur futur public apprenne à utiliser leurs produits, se familiarise avec leur marque, dans l'espoir qu'un jour, ils deviennent réellement clients de votre produit. C'est mon cas. J'ai commencé à utiliser la suite Adobe avec des versions craquées et aujourd'hui, je paye un abonnement de 50 € par mois pour avoir accès à leurs produits. Si j'avais pas utilisé ces versions craquées pendant des années, aujourd'hui, je serais pas devenu client. Et si vous ne voyez pas la réactance là-dedans, je vais vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Que s'est-il passé lorsque les États ont essayé de mettre en place les lois Hadopi, SOPA, etc. On a entendu partout le même discours sur Internet encore et encore, selon lequel Internet est un endroit libre où les échanges se font gratuitement et qui ne doit en aucun cas être contrôlé par quelconque État. Pourtant, ces lois sont des lois de bon sens qui sont là pour empêcher le vol, le piratage, le non-respect des droits d'auteur, des choses qui sont d'un point de vue éthique et rationnel tout à fait normales et logiques. Et pourtant, des gens s'y opposent quand même, et ce, par réactance. En bref, toute stratégie marketing basée sur la réactance peut se limiter à deux petites phrases. Si on contraint quelqu'un à aller dans une direction, il aura pour réflexe d'aller dans la direction opposée. Alors faites en sorte que cette direction opposée, ça soit l'achat de votre produit. C'est à vous de jouer. Lorsque vous lancez un business, si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, vous vous devez d'utiliser le plus de leviers marketing possible. Et la psychologie en est un. À vrai dire, il s'agit même d'un des piliers de toute stratégie marketing réussie. Merci, si tu es arrivé jusqu'ici, j'ai un petit cadeau pour toi. Si tu veux connaître d'autres biais cognitifs à utiliser dans ta stratégie marketing, j'ai écrit un petit livret technique que tu peux télécharger en cliquant ici ou ici. Et si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexandre Romani, je suis web marketer et depuis 5 ans, j'accompagne de nombreuses startups et entreprises dans la mise en place de leur stratégie marketing. Je travaille également depuis plusieurs mois à la création de ma première formation qui va t'apprendre à lancer un business et à le propulser à l'aide de toutes les stratégies que j'ai accumulées pendant toutes ces années de pratique et que j'ai pu tester avec mes clients. Cette formation sera très différente de toutes les formations que vous pourrez voir sur internet puisque il ne s'agira pas d'une simple formation mais plutôt d'une école en ligne sans tous les inconvénients d'une véritable école dans laquelle vous pourrez suivre les cours à votre rythme mais surtout dans laquelle vous ne serez jamais laissé à vous-même puisque je serai moi-même là pour suivre votre progression, pour vous faire des tests, pour vous accompagner. Il y aura des séances d'accompagnement collectif et individuel. Chacun aura un forfait de crédit individuel pour être accompagné directement par mois. Et en plus de ça, il y aura un espace communauté intégré à la formation qui permettra d'échanger et qui sera bien plus performant qu'un espèce de groupe Facebook pourri sur lequel tout le monde poste tout et n'importe quoi. Avec cette formation, j'ai eu envie d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de puissant parce que j'ai moi-même suivi des formations et j'ai vécu ce qui était difficile ou ce qui était insuffisant à l'intérieur et je me suis posé la question de comment je pouvais apporter
quelque chose de plus que les autres n'apportent pas et comment je pouvais mieux aider mes clients à évoluer et à réaliser leurs objectifs. Donc si tu veux en savoir plus, sache que les places ne sont pas encore ouvertes mais que les inscriptions seront limitées. Alors si tu veux avoir ta chance de faire partie de ceux qui vont en profiter, je t'invite à cliquer juste ici pour découvrir au moins le contenu du programme et pour rejoindre la liste d'attente qui te permettra d'être dans les premiers avertis lorsque le programme ouvrira. Par ailleurs, si le marketing, la vente et l'entrepreneuriat t'intéressent, je t'invite à me rejoindre sur Instagram sur lequel je poste chaque semaine des infographies et des IGTV où j'aborde des sujets comme celui-ci de manière un petit peu plus condensée et sur lequel tu pourras suivre mon quotidien de marketeur, rentrer en contact avec moi, etc. Donc bref, je t'attends sur Instagram, mon pseudo c'est Alex le marketeur, il s'affiche juste ici, tu as également un lien dans la description, donc je t'attends là-bas. Et enfin, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like pour que ça m'encourage à faire encore mieux la prochaine fois. N'hésite pas à me poser des questions ou à apporter des informations si tu as des choses à dire dans les commentaires et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt. Sur ce, j'espère que ça t'a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le marketing et je t'attends sur Instagram. Ciao!